Oui, retour de l'FC avec toujours les mêmes invités. Tout d'abord, Guillaume Lacroux, qui est représentant des Équato-Guinéens en France. Ça se passe comment? Vous avez une assoce? Vous vous retrouvez souvent? On a une association qui est en cours de construction, on va dire. Et oui, on a une communauté assez restreinte en France, donc on est un noyau. Ouais, vous n'êtes pas nombreux. On n'est pas très nombreux, Ah ouais. C'est l'avantage, enfin un avantage et un inconvénient, ça dépend du point de vue. Ça nous permet d'être vraiment très solidaires. On se retrouve pour tous les événements, que ce soit du baptême, du mariage, voire des représentations, peu importe. On est vraiment très solidaires. Une question peut-être un peu bête de ma part, mais pourquoi vous êtes aussi bon au football alors? Comment ça se fait? C'est parce que vous aviez un bon entraîneur aussi, ou c'est peut-être la grâce de Dieu. Parce que vous êtes bon, il y a de bons joueurs. Il y a des bons joueurs, peut-être parce que c'est pour nous remercier d'avoir accueilli la CAN, je ne sais pas. Il n'y a pas de raison particulière, c'est comme ça. Et merci. Et puis Djibril Karoé, qui est journaliste consultant aujourd'hui, et puis Noureddine Sali, notre éditorialiste. Alors, la question de l'FC, quel constat faites-vous justement de cette CAN 2015? Vous n'hésitez pas, nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. L'Union des footballeurs africains en colère contre la CAF. Explication dans ce magazine, c'est le dossier de l'FC. Et nous allons parler avec Noureddine Sali dans quelques instants parce qu'il suit les choses de très près. Nous allons tout d'abord parler de la CAN des U17, justement, qui a commencé dimanche avec 2 rencontres en groupe A. Le Niger qui a perdu face au Nigeria 2-0 et la Guinée qui a battu la Zambie 1-0. Ce lundi, il y aura en groupe B 2 rencontres également, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et Mali contre l'équipe du Cameroun. Djibril, est-ce que vous suivez cette CAN des U17? Bien sûr. Vous savez, c'est la base. Hein. Il faut suivre les tout petits pour, n'est-ce pas, espérer sur une grande équipe demain. Donc, on le suit très bien, cette Coupe d'Afrique de moins de 17 ans. C'est pourquoi, d'ailleurs, la CAF l'a instituée et ça se joue régulièrement depuis un certain temps. Oui, Noureddine, vous suivez de près aussi? Évidemment. Oui, c'est l'avenir du football africain depuis un certain moment que la CAF et la Confédération africaine donnent une très grande importance à toutes ces catégories qui nous ont représentés dans les grandes manifestations et notamment en Coupe du Monde, là où on trouve pratiquement les 2 gros cylindrés et les grosses équipes de formation qui sont Nigeria et le Ghana qui est absent malheureusement dans cette édition dans les moins de 17 à cause du fraude et ça revient malheureusement à chaque compétition par rapport à l'âge des participants, mais bien sûr notre avenir bien sûr est basé sur la formation et c'est ces compétitions et ces jeunes talents qui vont devenir bien sûr des Drogba et des Eto'o prochainement. De temps en temps, vous collaborez avec la CAF, mais que fait la CAF pour ces genres d'incidents? Des joueurs qui ne font pas leur âge? Suspension. Suspension, c'est-à-dire que l'équipe ramasse le pot cassé, les dirigeants. En fait, généralement, c'est la faute du secrétariat. Généralement, parce que c'est le secrétariat qui envoie les noms. Et maintenant, il est difficile de tricher parce qu'il y a maintenant les bracelets. C'est pour les moins de 17 ans au niveau de la FIFA. Donc il y a les bracelets pour contrôler l'âge des joueurs. Donc je crois que ça va finir un jour. Déjà, ça a beaucoup diminué. Et moi, je pense que dans les années à venir, on n'entendra plus parler de ça. Parce que ça joue même sur les joueurs, leur devenir, leur avenir. Parce que si vous venez jouer avec 20 ans, alors que vous signalez que vous avez 17-16 ans, je crois que quand vous aurez 25 ans, ça va se sentir tout de suite. Hein, et ça joue sur tout le processus. Tout à fait. Alors, le refus du Maroc de ne pas organiser la CAN, justement, nous allons voir peut-être si on a des images, peut-être pas non plus. Reporter cette CAN en raison... le Maroc a tenté de reporter cette CAN en raison de l'épidémie de l'Ebola. Et justement, la Guinée équatoriale a volé au secours de cette CAN, et puis le Maroc devra s'acquitter d'une amende de 2 millions de dollars, et la CAF aura également demandé à la FIFA d'appliquer les mêmes sanctions concernant les éliminations du Mondial 2018, mais aussi interdiction de participer à la CAN 2017 et 2019. Guillaume, que pensez-vous de cette décision? Écoutez, je pense que en fonction du refus de reporter la CAN, qui laisse la CAF dans une situation assez dramatique à 2 mois de l'organisation, c'est des sanctions qui sont justes, mais qui peuvent
être négocié, je pense. Je pense que c'est un petit peu beaucoup de sanctionner le Maroc à l'échelle africaine, à l'échelle mondiale pour des compétitions. On sait qu'en tant que compétiteur, des joueurs ont besoin de ce genre d'événements, de sanctionner uniquement l'équipe A, comme vous l'avez précisé. C'est vraiment une sanction que je trouve étrange. Djibril, réaction en tant que journaliste d'abord, journaliste consultant, et ensuite la réaction, peut-être en même temps la réaction de membres de la CAF. C'est toujours difficile de sanctionner des joueurs, hein, parce qu'ils ne sont pas forcément les fautifs. Ça, c'est ma première réaction. Donc la fédération doit payer alors? Mais la fédération doit payer. C'est la fédération c'est la fédération qui est reconnue par les instances sportives internationales. Donc c'est la fédération qui ramasse le pot cassé, hein, ça c'est certain. Bon, maintenant, les joueurs sont punis à travers la fédération aussi, c'est dommage. Mais c'est des sanctions qui sont réglementaires. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le Nigeria a refusé d'aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations en 1996. Elle a été frappée, elle a été suspendue de 2 CAN. Alors, justement, Noureddine, d'accord ou pas avec la CAF? Écoutez, il faut être plus ou moins clair dans cette histoire. D'abord, le mot refus n'a jamais été prononcé par les autorités marocaines. Le Maroc a toujours demandé un report par rapport à l'épidémie. Deuxièmement, ça dépend, on se positionne. Si on se positionne du côté de la CAF qui a été mis en quelque sorte en difficulté par rapport à l'organisation dans un laps de temps de 2 mois, je pense que la CAF a sanctionné le Maroc de la meilleure des manières si on se positionne du côté de la CAF. Du côté du Maroc, certes, si on voit l'évolution du football, si on voit un petit peu actuellement, après, il faut le dire, après l'Afrique du Sud, c'est le pays qui représente l'Afrique dans la meilleure des manières, dans toutes les grandes organisations. En plus, avec l'infrastructure qui est en train de s'installer et qui est en train de faire du bon d'abord pour l'Afrique. Mais le Maroc a vu que les sanctions sont très très rudes. D'abord, les 9 millions d'euros d'amende, plus l'élimination du pays de 3 compétitions, si on ajoute celle de 2015. Alors, si vous avez un conseil à donner aux dirigeants marocains, c'est de payer les 1 million. Écoutez, moi, vous voulez mon point de personnel, il y avait 3 cas. Soit accepter la sanction, soit demander directement des négociations comme le Togo l'a fait après l'affaire Cabinda, des allègements de la sanction, ou bien aller devant les tribunaux. Et c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, à 10h du matin, le président de la fédération et la fédération a déposé un recours devant le TAS, le tribunal d'arbitrage du sport. Et c'est vrai que bon, le bras de fer va continuer, mais ça sent le soufre. Ça sent mauvais. Nous allons passer à un autre sujet. Le pénalty accordé à la Guinée équatoriale, c'était le match contre la Tunisie. Nous allons voir les images. Et là aussi, ça a fait une petite polémique. Et les Tunisiens ont critiqué la CAF. Alors, Guillaume, est-ce que vous étiez d'accord ou pas avec ce pénalty? Pratiquant le foot, ayant l'habitude de jouer beaucoup de matchs de foot en tant que joueur, c'est une injustice, je pense. De vivre une injustice, c'est ce qu'il y a de pire pour un joueur, parce qu'on peut rien faire contre. Donc il y avait ou pas pénalty? Pour moi, je pense pas. Moi, je ne pense pas. Après, libre arbitre... Donc l'arbitre mauricien a fait une bêtise alors? C'est son jugement. C'est son jugement. Moi, le mien, je pense que j'aurais été arbitre, je ne l'aurais pas sifflé, mais je ne suis pas arbitre. Donc, Djibril? Non, moi... je trouve qu'il n'y a pas de pénalty, mais l'erreur est humaine, on ne sait pas ce qui s'est passé. Encore que l'arbitre était très bien placé sur cette action-là. Moi, c'est ce qui m'intrigue un tout petit peu. Il était bien placé et le joueur en aucun moment n'a été touché par son adversaire tunisien. Il n'y avait vraiment pas de pénalty. Et c'est pourquoi la CAF a réagi vivement, non seulement en le sanctionnant avec la dernière rigueur. Et je pense que c'est là où moi, je n'étais pas d'accord avec les Tunisiens. Ils sont allés un peu trop vite en besogne. Ils ont parlé d'arbitrage de complaisance. Voilà, comme si la CAF avait désigné cet arbitre pour faire partir la Guinée équatoriale en demi-finale et éliminer la Tunisie. Non, ce n'était pas le cas. Ce n'était vraiment pas le cas. Si tel était le cas,
la CAF n'aurait jamais sanctionné avec la dernière rigueur cet arbitre-là. Il fallait attendre la fin du match et la fin comment on appelle, des sanctions et la prise des sanctions pour se prononcer. La Les Tunisiens Tunisie sont allés trop vite en besogne, je crois. a écopé de 50 000 $. Les Tunisiens n'ont pas présenté d'excuses. Il risque de manquer celle de 2010 à durant hommage à Guillaume, le sportif qu'il est et l'équato-guinéen qu'il est, bravo, par rapport à la constatation que tout le monde... C'est un scandale par rapport à ce match-là, il faut le dire, c'est cet arbitre normalement. Il faut qu'on m'explique d'abord, José, si tu permets, cet arbitre qui a fait 3 matchs successifs, celui de la Guinée, le premier, juste après celui du Sénégal-Algérie, dans un laps de temps de 72 heures, on le met dans un match crucial demi-finale de ce match-là. C'est pour cela que les Tunisiens ont, après essayer de comprendre un petit peu la désignation de cet arbitre, où il y avait des arbitres qui étaient mondialistes, eux, celui-là c'est pas un mondialiste, et ils ont fait qu'un seul match pendant toute la compétition. Ça met beaucoup de désordre dans l'organisation et surtout dans la nomination de cet arbitre qui a un passé qui est pas trop clean. Du bruit en 2 mots. Non, je crois que non, ça n'a rien à voir. Hein. Le règlement n'interdit pas de mettre le même arbitre sur 2 matchs à 72 heures d'intervalle. Le règlement ne l'interdit pas. Et la CAF a une commission compétente. Et cette commission, après chaque match, la commission est là pour scripter, pour voir ce qui s'est passé avec les inspecteurs des arbitres et tout. Si l'arbitre a été bon aujourd'hui, on veut le mettre après-demain, mais ce n'est pas interdit. Ce n'est pas du tout interdit. L'arbitre sur ce match-là s'est trompé, mais dans les autres matchs qu'il a arbitrés dans cette canne-là, il avait été bon. D'accord. Il y a ça aussi. Tout à fait. Alors, l'Union des footballeurs professionnels de Tunisie et de Maroc ne sont pas contents. C'est ça, en fait, Noureddine. Et ils ont saisi le tribunal arbitral du football. Qu'est-ce qui va se passer? Tunisiens et Marocains sont contre la CAF? Non, ils ne sont pas contre la CAF, certainement. Quand on voit un petit peu le déroulement des choses, on a parlé du cas du Maroc, on vient de parler du cas de la Tunisie. C'est comme si vous allez les priver. Il y a certainement, si on parle du Maroc, il y a une génération de joueurs, on va dire la génération de Taarabt, la génération de Belanda. Ça y est, c'est bon, pendant 4 ans, on va les confiner pour jouer dans leur continent. Vraiment, pour eux, c'est une injustice. De l'autre côté, de la même chose, une équipe de Tunisie qui a à leur tête cet entraîneur Lekens, le Belge, qui est en train de faire du bon boulot, voir cette équipe privée d'abord de cette demi-finale et privée de participer dans une compétition comme la Coupe d'Afrique 2017 et probablement je dis qu'il va se dérouler du côté de l'Algérie si les choses vont ça veut dire jouer une compétition africaine au Maghreb sans le Maroc et sans la Tunisie. Ouais. On a bien compris. Alors, nous allons voir maintenant les images des incidents entre la Guinée équatoriale et le Ghana, avec le survol de l'hélico, justement, avec les supporters ghanéens qui ont envahi le terrain. Guillaume, vous avez eu chaud, vous avez eu peur, vous avez transpiré à ce moment-là devant votre télé? Surtout un sentiment, encore une fois, d'incompréhension, de ne pas comprendre ce qui se passait, de la frustration des supporters. Je pense atteindre une demi-finale pour un pays comme le nôtre, c'est déjà une immense fierté. Il ne fallait pas mélanger, ne pas confondre l'énervement, la tristesse. Je pense que ça a débordé. Et après, il y a des dimensions que je pense qui nous échappent. Des dimensions politiques, des dimensions externes au football qui peuvent entrer dans ce genre d'événement. Mais encore une fois, en tant que simple supporter et téléspectateur, c'est des événements à ne pas voir sur un match de foot. Avant de retrouver Djibril, je voudrais juste qu'on écoute quand même le représentant donc, du gouvernement équato-guinéen à propos de l'organisation de cette CAN. Écoutez ce qu'il dit. La Guinée équatoriale a accepté. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous étions prêts. Non, c'est parce que notre président, il est, comme je dis avec mon langage personnel, il est martyr de la cause africaine. Et notre président, il a situé la Guinée équatoriale pour le rendez-vous de donner et de recevoir. Donner ce que nous avons et recevoir ce que nous n'avons pas. C'est dans ce sens-là, et en tenant compte de sa dédication pour la jeunesse africaine en général et la jeunesse sportive en particulier, il a vu que ce n'est pas normal que la compétition africaine
quittent l'Afrique pour aller ailleurs. Djibril, avant de retrouver le président de la République équato-guinéenne, un petit mot de votre part. Oui, bon, moi je crois que pour rebondir sur ce que Guillaume a dit, moi j'accuse la presse, les médias équato-guinéens, parce que je crois qu'ils n'ont pas fait le travail de sape qu'il fallait faire avant le match de demi-finale. Tout le monde savait que la Guinée équatoriale avait déjà réussi sa compétition. Sur le plan organisationnel, l'ensemble c'était bon. Sur le plan sportif, la Guinée équatoriale en quart de finale déjà et en demi-finale, je crois que c'était extraordinaire. Je crois qu'ils ont mis, je ne parle pas espagnol, mais je pense qu'ils ont mis dans la tête des supporters équato-guinéens qui peuvent jouer la finale de cette compétition. Oui, d'accord. Donc il y avait une pression. Je crois. OK. Voilà. Je voudrais aussi vous proposer, messieurs, d'écouter le président Teodoro Obiang Nguema Basogo. Peut-être je prononce mal, Guillaume, ça a été? C'était correct. Ça va. C'était correct, ça va. Nous allons l'écouter, le président, le célèbre président équato-guinéen. Cela a été un vrai défi pour nous et nous avons lutté pour éviter la honte. Justement au moment où M. Hayatou quittait ce palais, quand la presse l'interviewait, la nouvelle selon laquelle la CAN s'organisait en Guinée équatoriale a fait le tour du monde. Beaucoup pensaient que c'était impossible d'organiser la Coupe en moins de 2 mois. Un dernier tour de table, messieurs, avant de remettre l'antenne. Guillaume, du coup. Guillaume? Oui, par rapport à ça, encore une fois, comme il a été dit avant, accueillir la CAN en 2 mois et surtout... Guillaume Lacroix, oui, je dis du Crou. Ouais. Lacroix, oui, c'est pas grave. Lui permettre de rester sur le territoire africain, c'était vraiment ce qui était primordial. C'était vraiment très, très, très important pour la jeunesse africaine, pour tout ce qui est de l'image à dégager. Pour le peuple équato-guinéen, je pense que l'organisation de cette CAN a été bénéfique, encore une fois, pour la jeunesse, pour la formation. C'est très important. On a fait des erreurs, mais je pense qu'on ne les reproduira plus. Tout à fait. Guillaume, merci d'être venu. Africa 24, et vous revenez quand vous voulez pour parler de sport sur ce plateau. Djibril, un dernier mot? Oui, retenons les bonnes choses de cette CAN-là. Retenons les bonnes choses, retenons, n'est-ce pas, le sacrifice que la Guinée équatoriale a consenti, que la CAF a consenti, que les partenaires de ces deux-là ont consenti, et puis oublions, n'est-ce pas, ceux qui ne savent pas, enfin, les trucs qui ne se sont pas bien passés, et voyons de l'avenir, n'est-ce pas, corrigeons-les et essayons de faire mieux en 2017. Noureddine, ce que nous souhaitons aussi, c'est que la CAF trouve une issue avec justement les autorités tunisiennes et les autorités marocaines pour qu'on puisse s'en sortir. C'est ce que je souhaite. D'abord, je rends un grand hommage à cette équipe qui n'a pas été concernée ni par l'organisation, ni par les qualifications dans un laps de temps. C'est vrai que même s'il y avait des erreurs, pour moi, la Guinée équatoriale, il est innocent dans cette histoire parce qu'il a essayé de sauver le football africain. Peut-être sur l'organisation, peut-être pour les décideurs. Il ne faut pas oublier, José, comme tu sais très bien, que Hayatou a fait tout le tour des grandes nations de football pour accueillir et abriter la CAN. Oui. On a trouvé ce pays-là. Bravo à l'organisation, malgré tout ce qu'on peut dire par rapport aux erreurs. Voilà. Merci de nous suivre. Bien sûr, restez avec nous pour la 3e partie. Guillaume Ducroux. Lacroix, pardon. C'est pourquoi du coup, Guillaume Lacroix va nous quitter, Djibril va rester, Noureddine va rester et Mohamed Traoré va revenir. C'est l'émotion. À tout de suite après la pause.